plaisir et l'honneur d'avoir repris la présidence dans la suite de Benoît Charon, qui est juste devant, du mandat de président d'Export pour les 3 prochaines années. Voilà, c'est une fierté, c'est un peu d'émotion parce qu'effectivement, je suis tombé dans le marché de l'éditique il y a un peu plus de 22 ans. C'est Gabi qui m'a poussé dans le grand bain et c'est lui qui m'a aussi appris que le boulot c'était bien, que les activités en dehors du boulot et sportives étaient très bien aussi, mais qu'il fallait aussi donner de son temps sur le monde associatif pour essayer de dynamiser nos filières. Voilà, on a beaucoup d'associations, on a beaucoup de gens qui ont été ou qui ne sont pas encore présidents ou vice-présidents d'associations, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est important. Donc pour cette conférence, pour ceux qui connaissent bien Gabi, on avait un cahier des charges très précis. Hein, d'habitude, il n'a pas perdu la main. Même pour les articles de la Gazette, le cahier des charges est très précis. Donc voilà. On a commencé donc, à travailler avec Jonathan et Gaël, que je vais présenter, sur le thème. Et on s'est dit, on entend beaucoup de thèmes aujourd'hui sur les contraintes, c'est compliqué, c'est difficile. Et il y avait 2 thèmes d'actualité qui sont quand même assez récurrents, qui sont le réglementaire dans nos métiers et qui sont effectivement la partie RSE et sociétale. Et on s'est dit, on va prendre un petit peu à revers ce thème, et au lieu d'en prendre et de les voir sur le spectre des contraintes, des difficultés dans nos métiers, on va plutôt les prendre sur les opportunités. Donc ça va être le thème qui va être déroulé sur cette présentation, hein, sur les opportunités du réglementaire et du sociétal dans la communication client. Et donc, par la présence donc, de Gaël Buder, qui est là aujourd'hui, qui est le vice-président Europe du Sud de Lucrest, et qui, de par son background professionnel, a travaillé dans beaucoup de grands groupes, et notamment beaucoup de grands groupes américains, donc nous donnera un éclairage un peu plus international et un focus un peu plus US du sujet. Donc je le remercie par avance. Et le deuxième intervenant, que je connais un peu, parce que je le fréquente de temps en temps, donc est Jonathan Lalaume, qui est à la direction du développement du groupe Diffusion Plus, mais qui lui aussi est impliqué dans je dirais, le monde associatif, puisqu'il est vice-président de la DMA. Je sais qu'il y a un certain nombre de membres de la DMA qui sont là aujourd'hui, donc je les remercie. Et je remercie aussi un petit clin d'œil les membres du bureau et un certain nombre d'administrateurs d'Export qui sont dans la salle. Donc messieurs, Gaël, il me semble que c'est toi qui prends le premier relais, donc je te passe le micro. C'est toi qui commence à chuter normalement. Ah, c'est moi qui commence. Alors, pardon. Celui-là? Voilà, donc moi je vous ai fait la présentation. Voilà, Gaël, tu vas pouvoir prendre la main. Bon, je me permets d'enlever mon masque. Hein. Vous avez vu, j'ai un petit souci de test positif de la semaine dernière. J'essaie de m'éloigner de tout le monde. Donc on va essayer d'aborder tout ce sujet également en ayant un focus et en bougeant du print, du digital et sur la partie orientation des problématiques auxquelles peut faire face notre filière courrier en général. Moi je vais commencer pour vous donner un peu de perspective, pour redonner déjà un point de départ qui concerne les volumes. En l'occurrence, de quoi on parle mondialement quand on s'intéresse au courrier. Le courrier d'une manière générale, il faut avoir en tête qu'on parle d'un chiffre aux alentours de 300 milliards de prix mondialement. Donc de 360 à 260, vous voyez les derniers pics, on sait qu'on est déclinant mondialement, mais ça donne un ordre de grandeur en termes de repères. Si on focalise un tout petit peu plus sur nos régions, on va voir sur nos régions, la partie européenne va représenter à peu près 15% du marché mondial, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, et déclinant un peu plus rapidement que le reste du monde. Je vais faire une comparaison par rapport au reste des autres communications, pareil pour avoir des ordres de grandeur un peu massifs. Alors, je ne suis pas persuadé que ces chiffres soient d'une grande précision, mais ce qu'on peut trouver et ce qu'il peut y avoir, c'est un ordre de grandeur de la même manière d'un peu plus de 300 milliards d'emails, mais non pas par an, mais là par jour. Donc, pour avoir mondialement des ordres de confrontation et si confrontation, de quoi on parle. Si on descend en granularité, qu'on s'intéresse un petit peu plus par pays ou par zone, on va retrouver nos chiffres au niveau. On va voir que la partie, notamment US, est très significative. C'est aussi pour ça que je vais en parler à plusieurs reprises un peu plus tard pour voir dans la présentation, pour voir qu'est-ce qui fait qu'aux US ça fonctionne différemment, pourquoi aux US ils maintiennent des volumes, pourquoi ils ont des volumes supérieurs à l'Europe. Voilà, vous voyez que les US ça se maintient et ça fait encore 42 à 45% du chiffre d'affaires
de volume de courrier mondialement et de print également associé, donc du print lié à l'éthique. Vous voyez également qu'il y a quelques pays qui ont des variations assez significatives. Ça s'est effacé? Donc la partie US, je vous le disais, baisse. Vous l'aviez vu ou c'était déjà affiché? Non, c'était pas affiché. Pardon. Donc voilà, les US, ça représente à peu près, vous voyez, c'est 42 à 45% du volume mondial. Et c'est descendu assez récemment, mais à peine de 19% sur les 10 dernières années. Donc ce qui n'est pas non plus des baisses significatives. C'est important, mais quand on compare à ce qu'on a vécu nous en France, je vous rappelle qu'en France on a eu une autre pic en 2008, à peu près avec un ordre de grandeur de 18 milliards, une baisse qui est allée crescendo, et pour maintenant terminer, je vais faire dans les 7 milliards, 7 milliards 5. Ce qui est intéressant en comparaison, c'est de regarder l'Allemagne, qui se maintient. En fait, il y a quelques pays qui se maintiennent, et ceux qui se maintiennent, très souvent, on le verra un peu plus tard dans la présentation, c'est lié à quelques facteurs de réglementaire et tarifaire. Alors le réglementaire a une forte importance, et alors, il peut y avoir aussi quelques habitudes culturelles, mais les trois grands drivers vont être souvent de cet ordre-là, et dans les messages qu'on va chercher à apporter, ça va être aussi lié à de l'innovation pour arriver à réagir. On cherche à apporter aussi aujourd'hui des messages liés à souder au niveau de nos métiers et voir comment on peut peser un peu plus sur le réglementaire en France pour faire en sorte que certaines choses ne soient pas aussi poussées dans certaines directions. Je peux peut-être rebondir également sur 2-3 autres pays. Je parlais de l'Allemagne qui se maintient, l'Angleterre. Vous voyez que l'Allemagne, on était exactement dans les mêmes ordres de grandeur en 2012, et eux, ils ont quasiment pas trop baissé. Et après, il y a quelques autres pays qui peuvent bouger et qui restent à peu près dans des baisses légères. Les pays allemands, les pays qui se maintiennent aussi, j'ai oublié un élément, c'est ceux qui ont aussi des postes alternatives. Les postes alternatifs peuvent jouer, parce que forcément ça peut avoir un impact d'ouverture à la concurrence et forcément de réaction différente. Un petit point sur la partie tarifaire. Alors, j'ai pas voulu mettre des prix d'une manière précise, mais si vous regardez ce type d'éléments, vous voyez que vous avez des pays qui sont excessivement hauts. En l'occurrence, là, on va parler d'un courrier prioritaire. Sur un courrier prioritaire, évidemment, il y a toutes les formules de remise diverses et variées en fonction des pays, en fonction des grammages, en fonction de l'industriel ou pas. Enfin là, on le connaît tous. Alors le pays extrême en Europe actuellement, c'est le Danemark. Ils ont gagné, on est dans du 4 €. Résultat, ils ne sont même plus sur l'étape d'avant, il n'y a plus de courrier. Donc là, c'est radical, comme ça, au moins, eux, ils n'ont plus de problème. Ils ont éliminé le sujet. Assez impressionnant. De l'autre côté, effectivement, les US maintiennent un prix excessivement bas. Et ça explique aussi probablement un certain nombre de choses. Donc ils ont un prix bas, ce qui permet d'avoir une véritable alternative pour les décisionnaires. La France, malheureusement, nous, on vit avec des prix relativement hauts. Et également, je voudrais insister dessus, sur des prix hauts. Et je voudrais rappeler quand même que, pour le coup, en France, le premier réglementaire, c'est le prix. Parce que, bon, on peut dire la Poste, mais en fait, si vous regardez régulièrement les parties de l'ARCEP, parce que c'est public, on va tous sur le site, vous voyez les résolutions de l'ARCEP, vous voyez comment l'ARCEP valide ces augmentations de prix, vous voyez également les consultations publiques par rapport aux futures augmentations de prix qui en a dessus. Alors vous avez des très très belles réponses, avec à la fois l'ARCEP, la Poste, qui expliquent que comme ils ont des hausses de coûts, il faut augmenter les prix. C'est pratique. C'est pratique. Mais c'est très très bien écrit, c'est bien documenté, mais bon, il y a quand même des réflexions parce que jusqu'où on va et quel impact ça a sur le reste de notre filière, on le sait, c'est un sujet très délicat pour l'ensemble des entreprises, que ce soit des fournisseurs ou que ce soit des donneurs d'ordre. Donc là, en l'occurrence, là, je vous ai indiqué ce qui a été publié en juillet, on connaît déjà tous les prix des augmentations qu'il va y avoir en janvier et l'impact que ça aura inéluctablement sur un certain nombre d'acteurs. On va changer, on va passer plus sur un rapport au digital après avoir mis en place ce point-là. Je te laisse la main. Oui, bien sûr. Je vais me recadrer un petit peu. Allez. Vous m'entendez? Merci. Allez, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Fred, c'est une vraie marée bleue. On a l'impression que c'est le 15 de France là, qui nous attaque. Vous portez le ballon.
Oui, effectivement, après cette première partie où effectivement Gaël m'a permis d'avoir une vision assez précise des grandes tendances au niveau mondial et en France sur les volumes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces volumes traduisent un certain nombre de facteurs qu'on a rapidement évoqués en introduction, qui ont amené cette décroissance de volume. Bon, la première, évidemment, c'est l'émergence du digital, et c'est pour ça que je voulais traiter ce point. Alors, ce slide est pour nous, nous acteurs de l'industrie de la filière papier et courrier, le prime contre le digital, c'est toujours cette grande thématique. Par contre, l'idée d'aujourd'hui, au travers de cette approche, n'est pas de confronter bêtement les deux filières de communication, mais plutôt d'avoir un regard mesuré. Quand je dis mesuré, c'est dans les deux sens, c'est à la fois mesuré dans ses propos, mais également mesuré d'un point de vue chiffré sur l'impact environnemental de chacun des canaux, mais aussi l'impact marketing, l'impact et l'efficacité marketing de chacun des canaux. Effectivement, j'ai pris ces deux photos parce que une des explications derrière ces baisses massives de volume qu'on a observées depuis une quinzaine d'années, peuvent se résumer au travers de ces deux photos. D'un côté, le print qui gâche du papier, qui déforeste, qui est sale, qui est polluant, et de l'autre côté, le digital qui n'a aucun impact visible au départ, bien sûr, puisque le mobile est vert, il est propre, et il a servi, je vais utiliser un grand mot, d'alibi pour grand nombre de donneurs d'ordre et globalement de membres de notre filière, pour accélérer la disparition du print et la transformation vers le digital. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai voulu rajouter cette petite citation de quelqu'un anonyme, alors je l'ai trouvé a priori dans un forum consacré au RSE, c'est que la responsabilité environnementale, elle ne se mesure pas en campagne publicitaire en disant qu'on arrête le print, mais véritablement en réduction de l'empreinte écologique. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et heureusement, depuis, j'ai envie de dire, 5 à 10 ans, on a enfin un éveil de conscience sur la pollution numérique, qui est aujourd'hui très clairement une pollution qui va être le grand enjeu des générations à venir, puisque, on l'a vu, l'audience, notamment dans le média de la communication, mais également dans nos usages du quotidien, s'est fondamentalement transférée sur le digital, provoquant un certain nombre d'impacts non négligeables. 34 milliards d'appareils, 4 milliards d'utilisateurs, 6 à 10% de la consommation d'électricité mondiale, alors qu'on rentre dans une ère, bien sûr, de sobriété énergétique à l'échelle de la planète. Et puis évidemment des chiffres qui font peur, sur une heure égale 8 à 10 milliards de mails qui sont échangés. Tu vois, en fait, ce que tu disais sur la pollution numérique dont nous sommes tous à la fois victimes, mais également co-auteurs, j'ai envie de dire, puisque l'idée c'est que nous aussi on contribue en tant qu'opérateurs, mais également au niveau de nos usages individuels, à cette pollution numérique. Donc pour aborder cette thématique, déjà, je voulais dire qu'effectivement, au niveau de la DMA France que je représente, on mène un certain nombre de travaux avec nos membres. Et là, en l'occurrence, je vais m'appuyer sur une étude qui a été partagée par la direction de la Poste, Jean-Michel. Je ne sais pas si tu te souviens, quand Arnaud Tomassi et ses équipes nous a présenté cette étude, on s'est dit, mais c'est une bombe. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est une bombe. Et en fait, la Poste a mené une étude avec Cantis, qui est une société d'études que toi, Artus, tu dois également bien connaître, qui est plutôt très bien orientée sur tout ce qui va être green, écologie, mesure de l'impact environnemental, plutôt très orientée politiquement sur la partie écologique. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont un parti pris vis-à-vis de notre filière. Et l'idée, ça a été, avec cette étude menée par Cantis, c'était de mesurer 5 ACV. ACV, ça veut dire analyse du cycle de vie. Et en fait, ils ont pris 5 applicatifs de communication à la fois sur le print et sur le digital, et ils ont essayé d'en mesurer les impacts. Et quand on dit un cycle de vie, c'est un cycle de vie complet. Sur le print, on part depuis la production du papier jusqu'au recyclage. Et sur la communication, depuis la production du contenu jusqu'à la fin de vie du device, du matériel de consultation. Donc on est vraiment sur une étude de bout en bout de l'impact écologique de chacune de ces filières. Et avec la Poste, Cantis a mesuré 13
je crois, je crois qu'ils ont pris 13 applicatifs différents de communication. Par exemple, ils ont essayé de comparer l'impact écologique d'une facture 3 feuillets format A4, impression recto verso, avec un stockage sur 5 ans en stockage physique, archivage physique. Et ils se sont dit, si on compare cette empreinte écologique avec son pendant sur le digital, facture PDF 1 méga, classique, on est sur un applicatif classique, avec une réimpression dans 25% des cas, et qu'on va stocker effectivement cette fois-ci dans un environnement digital sur 5 ans. On a essayé de comparer les deux. Sur la filière du marketing, j'en ai pris 2 des exemples parce qu'on pourrait les décliner. Le courrier automobile, une journée porte ouverte par exemple, dans les concessions automobiles, 8 feuilles, donc un mailing quand même assez premium, 8 feuilles, A5, impression couleur recto verso, papier 135 grammes, jusqu'à la distribution adressée par la poste, donc jusqu'en boîte aux lettres. Versus l'email envoyé avec un texte, une photo, un lien vers Internet, et puis derrière le lien qui aura été cliqué, une visite sur le site qui effectivement amène le client en drive to store, en web to store vers la concession pendant 2 minutes. Donc on a essayé d'analyser ces 2 parcours. Ce qui est intéressant, c'est que sur le deuxième qu'on vient d'évoquer, la publicité automobile, le papier sur 13 critères environnementaux est mieux disant en termes d'impact écologique que le digital. 13 sur 16 critères. C'est pas une petite affaire. 13 sur 16 critères. Changement climatique, appauvrissement de la couche d'ozone, relations sur la santé humaine, etc., etc. Et ces critères sont mieux disants et parfois, j'ai envie de dire, c'est une déculottée pour le digital en termes d'impact environnemental. Dont acte. Première démonstration. Mais au-delà de ça, c'est que si on regarde également l'impact marketing du print sur le digital, et c'est là où on est tombé de notre chaise avec Jean-Michel, c'est que pour toucher 30 000 lecteurs, 30 000 personnes qui auront eu l'information, qui auront eu le temps de la lire, il nous a fallu adresser 30 000 destinataires par courrier versus 860 000 par email. Un destinataire sur 2 du mailing avait accès à l'information, l'avait lu, 30 000 sur 60 000, et uniquement 30 000 sur 860 000. Taux de réponse 3,5%. Ce qui est déjà un très bon taux de réponse en email. Je parle sur le compte de fou. Il est faux. Mais peu importe, ça reste un taux, tu confirmes, assez cohérent. Donc là, ce que démontre Quantis, c'est qu'au-delà de l'impact environnemental, l'impact marketing est très bon. Et quand on parle de ce cas de figure en marketing, on parle de personnes qui vendent des bagnoles avec des paniers moyens extrêmement chers. On parle de paniers moyens peut-être de 30, 40, voire 50 000 euros en fonction de la marque. C'est une marque française, soit dit au passage. Et donc, en fait, chaque levier marketing, chaque impact, chaque point d'efficacité marketing, c'est probablement des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros additionnels que le mailing aura permis d'obtenir pour ce donneur d'ordre. Mais si on descend et qu'on regarde cette fois-ci des critères écologiques, en fait, on regarde que le bilan écologique en termes d'empreinte carbone de cette campagne en digital, elle est catastrophique. On parle d'un rapport fois, je suis très nul en calcul mental, de fois 90, c'est ça? C'est de ça dont on parle. Poisson. On dit que le papier consomme beaucoup d'eau. Excusez-moi, le digital, c'est catastrophique. Donc voilà, l'idée de cette étude, et c'est pour ça qu'on a dit quand on est sorti de ce rendez-vous avec la direction de la Poste, avec les équipes de la DMA, donnez-nous cette étude, parce que c'est autant de munitions que nous avons pour évangéliser et casser en fait les idées préconçues au travers de nos médias. En synthèse sur cet applicatif, ce qui est intéressant, c'est que sur la publicité automobile, je le disais, 13 indicateurs environnementaux sur 16 sont favorables au mailing papier, qui a 1,7 fois moins de conséquences sur l'appauvrissement de la couche d'ozone qu'un site web. Et si on reprend l'exemple de la facture numérique que j'évoquais tout à l'heure, là aussi,
Le bilan est positif puisque majoritairement il y a 9 indicateurs écologiques sur 16 qui sont favorables au papier. Et il y en a un qui est ressorti, c'est que la facture papier utilise 2,5 fois moins de ressources fossiles qu'une facture électronique. Donc au-delà de l'impact environnemental, il y a aussi un enjeu de sobriété énergétique que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, parce que là en l'occurrence c'est une facture d'un énergéticien. Donc rappeler à cet énergéticien que le papier lui permet de consommer 2,5 fois moins d'énergie que le digital. Voilà pour la démonstration, mais en synthèse, ce qui est intéressant et ce que nous apporte cette étude, c'est pas d'opposer le print sur le digital, parce que ce combat est un combat d'arrière-garde et c'est pas en 2023 qu'on va mener cette approche. C'est plutôt de se dire que sur chacune des filières, l'impact environnemental de chaque média est hautement dynamique et dépend de nombreuses variables. Hautement dynamique et dépend de nombreuses variables. J'ai essayé de chercher à comprendre ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est de se dire qu'à chacune des étapes de conception d'une communication, que l'on soit en papier ou digital, il y a un certain nombre de critères qui peuvent avoir des impacts extrêmement forts, positifs ou négatifs, sur le bilan carbone du produit final. Et donc, quelques clés nous sont partagées par Pontis sur les bonnes pratiques ou les points de vigilance à avoir dans la conception d'une campagne ou d'un applicatif, quel qu'il soit, que l'on soit en marketing ou en gestion, que l'on soit en print ou en digital, ou que l'on soit en communication hybride. Et enfin, le dernier point que je souhaitais également évoquer, c'est que derrière ces deux canaux, que l'on soit en print ou en digital, il y a une seule et même source qui est la data. Et le premier truc quand même sur lequel il faut qu'on soit vigilant, c'est comment nous travaillons notre data, comment nous la travaillons de manière compliante bien sûr, mais également de la meilleure manière en termes d'efficacité de communication pour éviter à la fois de la déperdition en termes de plis non distribués ou de NPAI électronique, mais également en termes d'efficacité de ciblage pour essayer d'éviter au maximum d'éroser vos bases, de surpresser, puisque une des tendances qu'on a rapidement évoquées en début de conférence, c'est cette tendance que les gouvernements respectifs vont de plus en plus imposer, qui est la lutte contre le gaspillage et la surconsommation. Et donc, le fait de cibler mieux fait partie évidemment de cette conscience écologique et de cette efficacité recherchée. Merci. Je reprends la main. Très bien. Donc, on va reprendre sur un petit focus international. Et je permets aussi de vous dire qu'on va parler à plusieurs reprises de quelques études, des études que Jonathan pouvait avoir, d'autres que je vais avoir à plusieurs reprises. On vous mettra tout à disposition, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Je rajoute juste un petit clic, voilà. Sur ce point-là, je suis désolé, c'est un peu petit, c'est vrai que quand on travaille sur son PC, ça passe bien. La partie transactionnelle, il y a un certain nombre d'éléments intéressants au niveau transactionnel sur les US. En l'occurrence, quelques éléments structurants qui expliquent, et réglementaires qui expliquent pourquoi ils ont des volumes assez élevés ou qui se maintiennent. Le premier, vous pouvez le voir, c'est sur la partie des services financiers plutôt complexes, avec un certain nombre d'accords et un historique où il y a des demandes d'engagement, et ils ont toujours conservé le papier, et ils fonctionnent beaucoup en papier sur ces engagements. Ils ont encore une très forte utilisation du chèque. Donc les pays ont des fortes utilisations du chèque, ça marche encore, voilà. Ça fait partie des éléments papier. Ils ont également une forte utilisation de la carte bancaire. Donc nous aussi, la carte bancaire est un levier. Plus il y a de cartes bancaires, plus il y a d'envois. Dans le passé, on pouvait récupérer les cartes bancaires dans un certain nombre de cas dans les agences. Maintenant, ces cartes bancaires sont de plus en plus envoyées, voire quasiment tout le temps envoyées à travers les pays. Donc ça fait un certain nombre de documents imprimés, de courriers, etc. Vous avez de gros sujets autour du juridique. On sait bien que nos amis américains sont des grands fanatiques du juridique et du contractuel. Et tous ces accords juridiques contractuels nécessitent un ensemble d'éléments réglementaires papier. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui ont un peu de temps de se poser dessus sur la partie française, parce qu'il y a toujours des sujets assez. Il y a eu pas mal de réglementations qui ont évolué en début d'année sur le sujet. Je n'ai pas voulu faire jouer à l'expert juridique français cette année, mais si vous vous posez dessus, il y a une communication assez intéressante sur
la partie email versus papier, ce qui est autorisé, je vous encourage à le faire. Il y a un fossé numérique, alors ça quand on s'y intéresse c'est toujours un peu surprenant, mais la taille du territoire fait que le territoire est plus ou moins bien couvert. Alors en France c'est le cas aussi, hein. Il suffit d'aller voir des amis ou de la famille à différents endroits en France, on voit bien que c'est pas aussi bien couvert que ça au niveau 4G, Wi-Fi, etc. Et le papier est bien apprécié à beaucoup d'endroits, et c'est une réalité. Et aux US, c'est très flagrant, notamment dans tout le centre des États-Unis, il y a pas mal d'endroits où c'est très très mal couvert. Des pratiques sectorielles, donc la partie notamment santé gouvernementale, où là ils ont une très très grande habitude pour des sécurités de malgré la partie papier. Et il y a tout un sujet autour de la sécurité, une perception d'insécurité face à la donnée, la data et toute la partie numérique. Donc le sujet, il y a une perception de sécurité face au papier, qui je pense est également culturelle par rapport au générationnel, c'est ce que vous verrez tout à l'heure, mais qui existe aussi même chez les plus jeunes. Tu peux mettre un petit peu. Bien sûr. Là, je vais plutôt rentrer sur des choses qui me marquent, moi, j'ai pu observer et récupérer comme information. Très clairement, les Américains qui sont très business, c'est tous, sont très focalisés sur l'acquisition client. Donc, ils ont 2-3 grandes tendances, et là, pour le coup, j'ai pu trouver des tonnes d'études sur le sujet que j'ai pu récupérer par mes collègues américains. Le gros sujet, c'est l'acquisition client. Ce qui marche le mieux, c'est le papier. Le développement d'offres, ce qui marche le mieux, c'est le papier. Ce qu'ils maintiennent correctement, c'est le maintien de la relation avec un client existant via le digital. Donc, ils sont dans cette combinaison-là, mais ils font bien la distinction. Acquisition client reste souvent papier. En termes par rapport aux autres médias, attention, je ne dis pas qu'ils font ça exclusivement, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est quelque chose qui a un très bon résultat. On en revient un peu à la discussion tout à l'heure, on voit bien sur les résultats. Et donc, quand vous regardez ce qu'ils vont chercher à faire travailler, c'est ça, et ils cherchent vraiment à marquer l'impact. Donc, ils vont faire beaucoup d'études, neuromarketing diverses et variées, pour voir ce qui porte de l'impact. Et ce qui a de l'impact reste quand même ce qui est lié à du toucher. Donc, tous ces éléments-là sont en faveur du papier, et c'est aussi pour ça qu'ils ont encore des budgets marketing, des budgets de développement très importants aux US. Et voilà, l'autre point que je voulais insister, c'est très apprécié, notamment sur la partie des coûts versus l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que le coût est important, mais l'impact client l'est. Et ils ne vont pas mettre tout dedans. Curieusement, on a une image des Américains où le coût est la priorité de tout, le baisser les coûts. Mais c'est vrai que quand les entreprises ont des problèmes, à l'extrême, ils ne vont pas réagir comme nous, eux, ils vont très très vite se séparer des gens. Avant de se séparer du papier et de la relation client, ils vont être capables de se séparer de collaborateurs en interne. Ils ont une flexibilité du travail qui pour nous est complètement différente. Donc ils ont une réaction, c'est-à-dire on ajuste là, mais par contre la partie relation client, acquisition client, etc., c'est pas sur ce côté-là. Parce que nous, on a quelques habitudes de dire le papier, de toute façon, ça n'impacte personne, donc on va plutôt réduire tout ça. Mais là, si ceux qui sont intéressés, je transmettrai les études et je vous encourage à lire un petit peu ces points d'études, s'il te plaît. Assez intéressant. Alors, dans les études que j'ai pu récupérer également, vous avez des splits sur la partie, des séparations entre ce que les répondants aiment bien recevoir en termes de documents, quel type de documents ils aiment recevoir, ce qu'ils aiment conserver, entre, en l'occurrence, les différentes générations, qu'ils soient Z, millennials, génération X, donc ne me demandez plus à quoi ça correspond en cherchant, ça va être les 2000, les 2010, 2012, je me perds à chaque fois. Les baby boomers, on connaît totalement. On connaît mieux. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ceux qui veulent conserver du papier, ceux qui acceptent d'avoir du digital, ceux qui souhaitent. Donc, très clairement, ce qui ressort de toutes ces études, c'est qu'il y a une vraie problématique autour de l'expérience digitale. Et cette expérience digitale, les gens ne sont pas prêts d'abandonner le papier tant que l'expérience digitale sera pas meilleure et plus sécurisée. Donc là, je vous en fais une petite synthèse de tout, 50 de façon simple. Et vous avez une vraie inquiétude d'une manière générale grandissante sur la sécurité des données vis-à-vis du digital. Donc lié au piratage, lié au usage. Donc le papier reste solide dans ces pays-là et analysé de manière très précise par personne pour toutes ces raisons-là. Et là, vous pouvez voir sur le bas ce
ce qu'on regarde, c'est ceux qui souhaitent, alors, je suis désolé, c'est pas forcément clair, mais ça va être par secteur d'activité, vous voyez, santé, assurance, utilities, médical, qui va souhaiter conserver uniquement du papier ou avoir des préférences pour le papier. Donc ça va être le type en fonction des secteurs d'activité. Si tu peux me passer le slide suivant, s'il te plaît. Je te passe. Merci Gaël. Effectivement, oui, c'est assez intéressant cet aspect comportemental parce que c'est justement là où on voulait aller en se disant voilà, cette digitalisation, on ne va pas la freiner, hein, on va devoir tous, d'ailleurs c'est notre quotidien depuis au moins 10-15 ans, on est obligé dans nos industries et dans nos entreprises respectives de l'embrasser. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette fois-ci d'un point de vue citoyen et consommateur, cette digitalisation, comme tu l'as très bien dit, en termes d'accès à l'information et de sécurité, de sentiment de sécurité vis-à-vis de l'information sur le digital, la réglementation aujourd'hui, qu'elle soit écologique ou réglementaire, elle amène effectivement des impacts grandissants sur la fracture numérique, sur le tissu économique des pays concernés et de la France en particulier, c'est ce que je vais faire, désolé, et puis surtout dans une période d'inflation grandissante sur le pouvoir d'achat des Français, parce qu'à partir du moment où vous avez une fracture numérique qui fait que vous allez avoir un écart entre les populations les plus connectées et les moins connectées, il va y avoir un accès à l'information, un accès aux services et un accès potentiellement au pouvoir d'achat et à la promotion qui va être différent selon que l'on soit CSP+, selon que l'on soit CSP-, selon que l'on soit urbain ou périurbain, voire rural. Et c'est un petit peu la thématique qu'on va vouloir développer au travers de ces quelques slides, notamment avec une des ruptures réglementaires qui a fondamentalement et qui va fondamentalement secouer le tissu économique et la filière du print et la filière de la distribution. Et là, je veux parler du pub. Évidemment qui concerne notamment les opérateurs postaux, les opérateurs Mediapost et en l'occurrence Emily aujourd'hui en France. Le WePub, c'est un mouvement de fond qui retranscrit, en fait c'est la retranscription de la Convention citoyenne, c'est une des mesures retenues par le gouvernement sur la Convention citoyenne, qui effectivement va transformer le stop pub. À l'époque, effectivement, lorsqu'on ne voulait pas recevoir de publicité, jusqu'à maintenant, on appose un autocollant sur notre boîte aux lettres disant Stop Pub. Dorénavant, ce Stop Pub va devenir le WePub. Il y a une expérimentation qui est menée depuis 1 an et demi, c'est ça ? Un an et demi, dans une quinzaine de villes. C'est ça, dans une quinzaine de villes, où celui qui veut recevoir la publicité va devoir désormais se déclarer. Ce qui veut dire, en fait, qu'on passe d'un régime sur l'imprimé publicitaire de l'opt-out, pour reprendre un terme de data, hein, c'est-à-dire que c'est un opt-out, ça veut dire que je dois déclarer que je ne veux plus, que je ne veux pas recevoir, à un régime où le consommateur doit déclarer qu'il veut recevoir. Et là, ça pose un certain nombre de problématiques. Déjà, la première problématique, c'est le référentiel permettant de recenser chacun des concitoyens qui va vouloir effectivement recevoir la publicité. L'autre problématique, c'est faire fondre énormément les volumes. Et évidemment, cette tendance, elle est, je dirais, amplifiée par un certain nombre de communications faites par les grands donneurs d'ordre de cette filière. Je pense aux retailers, aux acteurs de la grande distribution. Sans les nommer, bien sûr, mais tout le monde sait de qui je parle. Pour information, vous avez ici quelques éléments pour vous dire que ce qui se passe en France est un mouvement de fond à l'échelle européenne, puisque que l'on soit en stop pub ou en WePub, vous avez effectivement des chiffres qui confirment que chacun des pays a pris ou prend des mesures allant justement dans cette tendance-là. Côté de la DMA, nous on est assez inquiets et on s'est mobilisé pour une raison très simple, c'est que les deux grands distributeurs nationaux sont aujourd'hui membres de la DMA, que ce soit le groupe La Poste avec sa filiale Mediapost ou Mili. Donc on se doit de s'emparer du sujet à double titre. Premièrement pour essayer de regarder comment ça peut se réguler en termes de data, parce que c'est pas rien de se dire qu'on va changer une règle sur un média aussi important que l'imprimé publicitaire.
et deuxièmement, pour essayer d'éclairer les pouvoirs publics et les médias sur les impacts que pourrait, générer la généralisation du but. Aujourd'hui, cette filière, c'est 15 000 emplois qui pourraient être menacés, tout simplement. C'est une ligne, mais c'est 15 000 emplois, 15 000 familles, et sont des emplois qui, évidemment, sont des emplois plutôt, je ne vais pas dire précaires, mais en tout cas qui sont peu rémunérés. Et auprès de populations qui sont peu diplômées. C'est 4 600 emplois sur les sites industriels, imprimeurs et papetiers. Donc ça fait 20 000. C'est 1800 collaborateurs issus d'agences de communication. Tiens, ça ne touche pas que l'industrie. Ça touche aussi les métiers intellectuels. Bah oui, parce qu'avant d'imprimer, il y a tout le pré-presse. Il y a tout le pré-presse, il y a la filière graphique, il y a les zones de chalandise, etc. Et aujourd'hui, on pense néanmoins qu'il y aura un effet positif pour les acteurs du marketing direct, c'est que comme les donneurs d'ordre vont pouvoir moins communiquer d'un point de vue non adressé, il est probable que les acteurs qui disposent d'un CRM, donc les grands donneurs d'ordre, puissent se tourner vers le marketing direct et donc vers le mailing papier. Vous avez ici quelques éléments apportés par Donial. Vous savez, c'est cette plateforme de gestion de catalogue en ligne. Donc évidemment, eux, ils sont très favorables au digital. Et ils donnent quelques éléments intéressants. 68% des enseignes se déclarent en retard en termes de transformation digitale. C'est pour ça que ça accélère en termes de prise de position, notamment chez les retailers. 75% des enseignes estiment que la digitalisation du prospectus est un enjeu. 97% des enseignes communiquent leur prospectus et catalogue publicitaire en version digitale, 70% papier. Bref, ces chiffres traduisent en fait un mouvement de fond qui va déplacer évidemment l'audience du média papier imprimé toute boîte vers le digital. Et pourtant, quand on regarde quelques éléments qui nous sont apportés par des études sur les usages numériques, en France, on est encore confronté à un illectronisme assez important. On a 23% des Français qui ne se sentent pas à l'aise avec le numérique. On a 77% des Français qui déclarent naviguer facilement sur Internet, mais seulement 47% quand on dépasse 70 ans. Or, l'imprimé publicitaire, on le sait, est un média qui était très, prisé par les seniors, qui eux aussi sont très exposés à la problématique de l'inflation. Alors là, c'est aussi intéressant, là. Vous avez vu les 55% d'achats ou démarches liés aux loisirs qui ont été renoncés par les abandonnistes. C'est-à-dire qu'on a identifié qu'aujourd'hui, il y a 19% en moyenne sur 100 internautes qui vont potentiellement abandonner une démarche qui leur a engagé sur Internet. Et sur les 19%, 55% c'est lié à un achat sur Internet et 39% sur une démarche administrative. Donc là aussi, sur toute la digitalisation de la relation client, de la relation facture, de toute la filière de gestion, on a des questions à se poser sur la digitalisation en France et les ruptures numériques qu'elle provoque. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, il y a certains pays qui, en réglementaire, vont imposer maintenant l'envoi de factures digitales, des équivalents de Netflix et qui font que leur facture digitale chaque mois, demander à ce que la facture télécom soit au moins une fois ou 2 fois par an envoyée en papier, de façon à s'assurer que des personnes qui soient, on va dire, peut-être parties à l'hôpital, peut-être parties, etc., ne continuent pas d'être facturées sans savoir que le reste de la famille, sans savoir qu'en l'occurrence ce service n'est plus du tout utilisé. Et ça, c'est des vrais risques. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent être en EHPAD ou autres et qui continuent d'être facturées. Et en papier, on le verrait. On pourrait éventuellement arrêter la facture en digital, personne ne parle. Et ça, c'est un exemple réglementaire, vous voyez, que l'État peut mettre en place, et ça vous fait 1, 2 envois par an, et c'est logique, c'est un bon compromis entre du digital et du papier. Parce que sinon, ça peut être une honte, hein. Vous avez des acteurs, certains acteurs peuvent en abuser. Pour rebondir sur cette fracture numérique, elle a des impacts importants parce qu'évidemment, même si les usages numériques se développent, comme on l'expliquait, les inégalités également s'accentuent, puisqu'on regarde que 43% des retraités et 38% des non-diplômés sont justement victimes de cette fracture numérique, de cette problématique
d'usages numériques avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Et c'est là encore par rapport à la problématique du WePub et de la disparition de l'imprimé publicitaire, en tout cas de sa restriction réglementaire, ce sont deux populations qui sont les plus exposées à cette nouvelle réglementation. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant cette réponse, cette adaptation. C'est aussi un thème qui est très cher, je sais, à Explore, qui a notamment en post-Covid beaucoup parlé du VUCA et de la capacité des entreprises à s'adapter à l'évolution réglementaire. On voulait mettre en avant l'initiative de Mully avec la création de 150 € parce que, bon, vous avez vu, il y en a pour tout le monde. J'ai parlé de la Poste tout à l'heure, là je parle de Mully. Pourquoi on voulait mettre en avant ça? Parce que c'est une réponse concrète à une problématique de transformation ultra rapide d'un modèle, parce que on parle d'une entreprise qui a plusieurs milliers de collaborateurs et qui est obligée, de par un effet réglementaire, à réinventer son modèle, à se réinventer, à créer un média, créer une plateforme de communication, à rentrer directement en approche B2C, c'est de ça dont on parle, et à créer un média pluricanal et éditorial. C'est bien de ça dont on parle sur 150 €. Et quand on regarde les chiffres annoncés quelques mois après le lancement, on peut se dire, je le souhaite en tout cas pour Mully et pour la filière, que le pari est en passe d'être réussi, puisqu'il y a 6 millions de Français qui ont été onboardés, qui ont souscrit au magazine 150 €. Et ce qui est encore plus intéressant, comme le dit le PDG de Système U, c'est qu'il y a 57% des 6 millions de clients en basé qui ont choisi le papier. Donc en fait, Mully, au travers de 150 €, à force, en mobilisant énormément de moyens et en faisant une conduite du changement très profonde de son modèle et de son entreprise, a réussi quelque part, ou est en passe de réussir, à transformer cette contrainte du WePub pour aller chercher justement le consentement des clients. Donc je voulais saluer ça, je voulais qu'on en discute, et surtout parce que je pense que ça éclaire une autre tendance fondamentale de nos filières pour l'avenir. On parlait de data, c'est le consentement. Parce que imposer aujourd'hui une digitalisation, imposer une réglementation, une interdiction comme le WePub, on se rend compte que c'est une démarche allumée de bons sentiments et de vision prospective d'un point de vue écologique, mais elle ne peut pas se faire sans le consentement des clients et des Français. Et c'est pour moi ce que démontre très clairement l'initiative 150 €. Pour ouvrir justement sur cette thématique, je parlais tout à l'heure de data, que l'on soit en numérique, que l'on soit en print, c'est un mouvement de fond qui est déjà en place depuis 15-20 ans et qui va s'accélérer au travers de la DMA France. La DMA, je répète, c'est Data Marketing Association France, qui fait partie de la GDMA, pour faire simple, je fais un raccourci, qui est la Global Data Marketing Association, donc, en fait qui réunit tous les acteurs de la data marketing mondiale. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous faites tous partie de la DMA quelque part de manière indirecte, puisque vous êtes tous des acteurs de la data pour faire du marketing. Parce que quand on soit en courrier de gestion ou en courrier de marketing, ça reste quand même de la communication client et du marketing qui est adressé, donc qui est irrigué par la data. Et ce qu'on voulait partager avec vous, c'est justement cette évolution importante, qui est effectivement la publication des principes mondiaux de protection de la vie privée. Ces principes mondiaux, en fait, ce sont des guidelines, un petit peu comme les pactes mondiaux, l'UNESCO, ce genre de choses, qui sont effectivement publiés par la GDMA pour donner quelques aiguillons sur la bonne façon de travailler la donnée, toutes et tous, au sein de nos entreprises, que l'on soit donneur d'ordre, que l'on soit prestataire, que l'on soit industriel, ou que l'on soit un pure player du digital. Et ces principes, ils sont très clairs, si on se met en tant que consommateur et citoyen, c'est quelque chose qui nous apparaît logique et naturel. Être clair et transparent, agir de manière responsable,
assurer la sécurité, ce que tu évoquais tout à l'heure, la sécurité des données à caractère personnel, assumer la responsabilité, traiter les données personnelles de manière historique et surtout respecter les préférences de l'individu. Et c'est ce qui me permet de remonter à ce que je venais de dire sur 150 €. Là, ça démontre effectivement qu'en allant chercher le client, en y mettant beaucoup de moyens, on arrive justement à obtenir son consentement. Et je voulais finir sur cette partie-là en disant qu'il ne faut pas oublier que même si la filière courrier est une filière qui souffre par rapport à toutes les pressions qu'on a évoquées, les pressions écologiques, environnementales, réglementaires, politiques, on est encore un seul espace de liberté incroyable. Puisque sur le média courrier, nous sommes le seul moyen de communication qui est aujourd'hui basé sur le régime de l'opt-out et pas de l'opt-in. C'est-à-dire que vous pouvez contacter un client sans avoir à lui demander son consentement encore. Je dis bien encore. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on sait très bien que, notamment au niveau européen, c'est là que ça se passe. Beaucoup de pressions sont faites aujourd'hui, notamment par le Bruxelles, pour effectivement changer ce régime qui viendrait durcir la possibilité pour chacun d'entre nous au niveau français de pouvoir contacter un client sans avoir son consentement éclairé et explicite. Je ne rentre pas dans les détails techniques et juridiques, mais le grand message, c'est que malgré tout, le média courrier est un média qui bénéficie d'un espace juridique et d'un statut juridique qui lui permet encore d'avoir une sorte de liberté dans ses initiatives de communication. Donc très clairement, vous voyez qu'il y a des opportunités, il y a quelques risques, comme le dernier. On est quand même sur un trend qui reste assez délicat depuis ces dernières années. On voulait souligner aujourd'hui vraiment les deux facettes. On veut également souligner le fait que dans la salle, vous voyez tous, on a à la fois des confrères, des concurrents, des clients, des fournisseurs, et on porte un ensemble d'une industrie. Et ce qui nous intéresse, nous, avec le message, avec Jonathan, Frédéric et moi-même, c'est de faire en sorte que notre industrie soit forte, qu'elle continue d'avancer, qu'elle puisse aussi porter sa voix le plus fort possible auprès des instances, parce qu'on est un pays qui est très réglementé. L'Europe a de plus en plus de poids, donc on n'a pas évidemment la réponse. On peut vous rappeler les différents acteurs que vous pouvez connaître, que ce soit des acteurs autour de l'impression, que ce soit des acteurs comme Média, Après France, Impliquant, enfin je ne cite pas tous les noms que vous pouvez voir là. On est une industrie forte. Si on rajoute également, vous avez multiples constructeurs, enfin, vous avez quand même du monde. Si vous reprenez, il y a pas de 300 000 emplois quand on vient cumuler tout le monde. Donc, il faut trouver les bons moyens pour passer des messages. Récemment, je crois que c'était fin d'année dernière, où on avait tous ce message sur l'énergie. Ouais. Il y avait un courrier qui était très intéressant, qui avait été transmis par ce regroupement d'acteurs auprès du ministère à Bercy pour aller, entre guillemets, se plaindre et porter la bonne parole face aux problématiques d'énergie auxquelles nous souffrons tous et l'ensemble des clients souffrent. Alors là, c'est comme chaque domaine sectoriel, il faut qu'on puisse porter cette voix-là. Il faut qu'on soit capable aussi de porter le message fort, que ça puisse être sur les prix, le réglementaire. Je citais quelques exemples tout à l'heure sur des possibles injustices qui pouvaient arriver. Voilà. Donc, il faut regarder toutes les facettes en étant assez le plus neutre possible compte tenu de nos aspects éventuellement parfois concurrentiels de chacun. Mais c'est le message qu'on cherche à faire porter et rappeler que si on travaille intelligemment dans ce sens-là, il y a matière à développer les choses et penser vraiment sérieusement à tous les aspects data qu'a pu évoquer Jonathan, cette importance de la data, la maîtrise de la data pour faire évoluer nos structures, c'est un sujet clé. On doit avoir juste un message, oui, c'est vraiment ça la notion pour conclure et cette intervention. Oui, on voulait effectivement conclure sur le fait que les réglementaires, c'est quelque chose qui est imposé. Et quand le réglementaire nous est imposé, il y a deux façons d'aborder le changement. Soit on le subit, soit on l'embrasse. Et en l'embrassant, effectivement, ça nécessite probablement pour nous réinventer au travers d'une démarche d'innovation qui est effectivement pour moi très présente dans cette filière, parce que c'est pas parce qu'on est industriel qu'on n'innove pas, bien au contraire.
et que l'innovation, elle est aussi partagée au travers de la co-construction qu'on peut avoir tous ensemble, qu'elle soit bien sûr du côté des donneurs d'ordre comme des prestataires ou des constructeurs lorsqu'on est dans le monde très industriel. Mais par contre, effectivement, et je reviens sur 150 € par exemple, ça nécessite une refonte très profonde du modèle quelquefois. Et évidemment, c'est un pari qui est fondamentalement risqué. C'est aussi un sujet d'innovation, mais aussi de retournement d'entreprise, de transformation complète d'entreprise, de consolidation de marché également quelquefois, à travers d'acquisition, de rapprochement, parce qu'effectivement, dans le cadre d'un réglementaire qui va bousculer les plaques tectoniques d'un marché, si on ne se réinvente pas et si on est uniquement sur le volet défensif, malheureusement on subira et on ne sera probablement pas parmi ceux qui resteront, comme le dit souvent Loïc, le dernier soldat sur le champ de bataille. Vous savez, cette image, bon voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas un seul soldat, mais qu'il y ait un bataillon, un régiment et une armée tout entière qui représente la filière papier et la filière courrier, dans un monde qui sera, quoi qu'il arrive, fondamentalement digital, puisque nos entreprises, quelle que soit leur place dans la chaîne de valeur, auront à embrasser le volet digital au sein de leur cœur de métier, tout simplement. Donc voilà, on voulait finir là-dessus en disant, sur une note un peu positive, que malgré tous ces problématiques réglementaires, je pense que quand on dit on va faire une conférence sur le réglementaire, on se disait oh là, ça va être chiant. Mais voilà, on espère en tout cas avoir partagé avec vous quelques exemples qui amènent de la valeur sur notre filière et qui démontrent que malgré le réglementaire et malgré les restrictions, on peut encore innover et apporter de la valeur. Merci.